Ma femme a pris un micro lors de notre baby shower et a annoncé à 70 invités que je n'étais pas le père. Je suis sorti et j'ai passé un seul appel. Son père est devenu blanc comme un linge, a couru vers elle et lui a murmuré quelque chose qui a fait disparaître son sourire à tout jamais. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. Je m'appelle Elliot Hardroof. J'ai 44 ans. Je possède une petite entreprise qui répare et revend de l'équipement commercial, le genre de machines qui font tourner les restaurants et les centres de distribution. Je l'ai bâti à partir de rien. Juste un garage en location et un camion d'occasion. Et en 12 ans, j'en ai fait quelque chose dont je pouvais être fier. J'ai un fils nommé Owen. Il a 8 ans, les dents du bonheur, il est obsédé par les dinosaures, et il est la meilleure chose à laquelle j'ai jamais participé. Et jusqu'à ce samedi après-midi de mars, je croyais avoir un deuxième enfant en route. La baby shower était l'idée de Nathalie depuis le début. 70 invités, une salle louée à Riverside, des ballons pastels et un buffet de traiteur qui a coûté plus cher que mon premier camion. Son père, Gerald Whitmore, 75 ans, fondateur d'une fiducie immobilière régionale qui appartenait à sa famille depuis les années 80, était assis à la table d'honneur comme toujours, le dos droit, un bourbon à la main, observant tout avec ce regard plat de chef d'entreprise. Owen ne tenait plus en place de toute la matinée. Il a tiré sur ma manche avant que nous partions de la maison et a dit « Papa, tu penses que ce sera un garçon ou une fille ?» Je lui ai dit que je ne savais pas. Il a dit qu'il s'en fichait, tant que le bébé aimait les dinosaures. J'ai ri. Ce rire me semble appartenir à un autre homme maintenant. La salle était pleine et bruyante quand Nathalie a pris le micro. J'étais debout près du fond, en train de discuter avec un fournisseur que je n'avais pas vu depuis un an, quand le bruit s'est estompé. Nathalie avait cette expression sur le visage, celle qu'elle arborait quand elle avait déjà pris une décision et s'était trouvé un public pour l'annoncer. Elle a levé son verre, a souri à l'assemblée, puis a tourné son regard directement vers moi. « Je pense qu'il est temps que tout le monde sache la vérité », a-t-elle dit, sa voix claire, vive et parfaitement calme. Elliot n'est pas le père. La salle n'a pas eu un hoquet de surprise. Elle s'est juste tue. Les conversations se sont interrompues en pleine phrase. La fourchette de quelqu'un a heurté une assiette. Je suis resté là, tenant un verre d'eau pétillante, complètement immobile, tandis que 69 personnes me fixaient. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas approché d'elle. J'ai posé le verre sur la table la plus proche, boutonné ma veste et je suis sorti. Le parking était chaud et silencieux. J'ai sorti mon téléphone, fait défiler jusqu'à l'unique contact et appuyé sur « Appeler ». 2 sonneries. C'est le moment, ai-je dit. Lancez tout ce dont nous avons discuté. Derrière moi, à travers les portes vitrées, je pouvais voir Gerald Whitmore se lever de sa chaise. Il a traversé la pièce en ligne droite, la mâchoire serrée, et a attrapé Nathalie par le bras. Il s'est penché près de son oreille, et même de l'extérieur, j'ai pu deviner la forme de ce qu'il disait, et la façon dont son visage a changé, passant du triomphe à la pâleur en environ 3 secondes. J'ai appris plus tard exactement ce qu'il lui avait dit. Un ami qui se tenait assez près a entendu chaque mot. Gerald a dit, « As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire ? Commence à le supplier de revenir tout de suite ou tu vas absolument tout perdre. » Elle n'a pas bougé assez vite. Lui non plus. J'étais déjà en route pour le bureau de mon avocat. Les gens ont toujours supposé que Gerald Whitmore m'avait fait épouser sa fille parce que j'étais utile. Il n'avait pas entièrement tort. Mais l'histoire complète est plus compliquée que ça. Et si vous voulez comprendre pourquoi un seul appel téléphonique sur un parking a pu démanteler un empire familial vieux de plusieurs décennies, vous devez comprendre comment il a été construit et à qui Gerald faisait confiance pour le maintenir. J'ai rencontré Nathalie lors d'un salon professionnel à Phoenix il y a 11 ans. Elle parcourait les allées avec son père, apprenant le métier, ou faisant semblant. J'étais là pour essayer de vendre des congélateurs commerciaux reconditionnés à des chaînes de restaurants. Gerald m'a coincé à mon stand, a regardé mes fiches techniques pendant environ 45 secondes et a dit « Vous savez vraiment ce que vous faites ». Venant de lui, c'était quasiment une demande en mariage. Nathalie et moi sommes devenus sérieux en moins d'1 an. Gerald s'est réchauffé lentement, comme le font les vieux moteurs, à contre-cœur et seulement sous pression. Mais au moment de notre mariage, quelque chose avait changé entre nous. Il m'avait vu gérer un litige contractuel, m'avait observé transformer une mauvaise affaire d'équipement en une revente rentable. Et quelque part en chemin,
il a cessé de me tester et a commencé à me parler comme à un partenaire. Owen est arrivé 3 ans après notre mariage. Gérald l'a tenu dans la chambre d'hôpital avec la raideur précautionneuse d'un homme qui n'avait jamais vraiment appris la tendresse, et j'ai vu quelque chose bouger derrière ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'en avait pas besoin. 2 ans plus tard, Gérald m'a convoqué dans son bureau à domicile, une pièce qui sentait le vieux bois, le bourbon et les décisions, et m'a tout exposé. Ses fils, les 2 frères de Nathalie, s'étaient révélés spectaculairement peu fiables. L'un avait dilapidé un fonds de développement immobilier en poursuivant un concept de complexe hôtelier au Nouveau-Mexique qui n'a jamais vu le jour. L'autre avait passé la meilleure partie d'une année comme consultant pour une start-up qui s'est avérée être un projet de vanité pour un colocataire d'université. Gérald avait alors 73 ans et il en avait assez de prétendre que sa lignée protégerait son héritage. J'ai besoin de quelqu'un qui lie un bilan comme un mécanicien lie un moteur, m'a-t-il dit en servant 2 verres sans demander. C'est toi, pas mes garçons. Ce qu'il m'a confié n'était pas seulement un titre. C'était le contrôle opérationnel du Trust familial Whitmore, des biens immobiliers dans 3 États, un portefeuille de propriétés commerciales, 2 fondations privées et un ensemble de documents administratifs assez épais pour caler une porte. Enfoui à l'intérieur de ces documents, sur une page que la plupart des gens n'atteindraient jamais, se trouvait une clause que son avocat avait rédigée des années plus tôt après un discret scandale familial. Une clause de moralité, du genre qui donnait aux fiduciaires en exercice au mois la pleine autorité de geler les distributions et les actifs si un bénéficiaire désigné se livrait à une conduite jugée publiquement préjudiciable à la réputation de la famille. Gérald ne l'a jamais mentionné directement. Je l'ai trouvé moi-même lors de ma première lecture complète. Je l'ai marqué dans la marge, l'ai classé et n'y ai plus pensé pendant des années, jusqu'à ce que j'en ai besoin. La semaine avant la baby shower, quelque chose a changé. Nathalie était distraite d'une manière qui avait des aspérités. Pas la douce distraction de la fatigue de la grossesse, mais quelque chose de plus vif, comme si elle répétait quelque chose dans sa tête. Elle a crié sur Owen 2 fois pour rien. Elle a pris un appel dans le jardin et y est restée 20 minutes après la tombée de la nuit. Je ne l'ai pas confrontée. J'ai juste observé, et j'ai passé un appel discret à mon avocat, un homme nommé Robert Callaway, qui s'occupait de mes contrats commerciaux depuis 6 ans. S'il se passe quelque chose, lui ai-je dit, je veux être prêt à agir dans l'heure. Il n'a pas demandé quel genre de quelque chose. Il a juste dit, je préparerai tout. Ce vendredi soir-là, Owen m'a demandé si le nouveau bébé pourrait partager ses livres sur les dinosaures. Je lui ai dit absolument. Il est allé se coucher, satisfait. Je suis allé me coucher en sachant que l'après-midi suivant allait tout changer. Je ne savais juste pas encore jusqu'où les dégâts s'étendraient. Le bureau de Robert Callaway était au 4e étage d'un immeuble du centre-ville qui sentait le nettoyant à moquette et le vieux café. J'étais assis en face de son bureau depuis environ 20 minutes quand mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Nathalie, 4 fois de suite, puis Gérald, puis à nouveau Nathalie. J'ai retourné le téléphone et j'ai continué à parler. Robert était le genre d'avocat qui n'avait jamais l'air surpris. Il avait un bloc-notes jaune devant lui et un stylo qu'il cliquait sans cesse sans sembler le remarquer. J'ai tout exposé, la clause, la documentation que j'avais déjà rassemblée au cours des 3 semaines précédentes, la nature de l'incident public. Il a écouté sans interrompre, a pris 6 lignes de notes, puis a dit, vous comprenez que ça va aller très vite une fois que nous aurons déposé la plainte. Je lui ai dit que c'était exactement ce que je voulais. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, la voiture de Nathalie était dans l'allée et toutes les lumières de la maison étaient allumées. Owen était chez ma mère. J'avais arrangé ça le matin de la fête, juste au cas où. Je suis entré par le garage, j'ai posé mes clés sur le comptoir et je me suis versé un verre d'eau. Nathalie est descendue des escaliers comme si elle s'attendait à une bagarre. Elle avait ce regard, la mâchoire en avant, le regard perçant, les épaules droites. Elle avait troqué sa robe de fête pour un jean et un pull, ce qui, d'une certaine manière, rendait le tout plus délibéré. Tu dois arrêter ce que tu as commencé, a-t-elle dit. Appelle Robert et dis-lui de se retirer. Je bus un peu d'eau. Non. Elliot. Sa voix avait cette intonation particulière qu'elle utilisait quand elle pensait que le volume seul pouvait me faire plier. C'est de la folie. Tu vas faire exploser toute notre famille pour un seul moment. C'est toi qui l'as fait exploser, ai-je dit. Je ne fais que lancer la procédure. Elle a croisé les bras. Mon père va annuler ça.
Il appellera le conseil d'administration et fera révoquer ton accès avant la fin de la semaine. J'ai posé le verre et les regardé droit dans les yeux. Nathalie, ton père m'a nommé dirigeant avec une autorité totale et irrévocable. Ses mots, son avocat, sa signature. Il peut appeler qui il veut. La clause a déjà été activée. Le gel est déjà en cours. Et il n'y a rien dans ce document qui lui permette d'annuler ma décision unilatéralement. Tu devrais peut-être lire la page 47 de la charte avant de faire d'autres promesses sur ce qu'il peut arranger. La certitude sur son visage a vacillé, juste une seconde. Il s'agit de plus que d'aujourd'hui, ai-je continué. Tu t'éloignes depuis 8 mois. Tu as cessé de me parler comme à un partenaire. Tu as commencé à me gérer comme un problème. Et maintenant, tu t'es levé devant 69 personnes et tu leur as dit que notre bébé n'est pas le mien. Ce n'est pas à un moment. C'est une conclusion. Tu es dramatique, a-t-elle dit. Mais sa voix avait moins d'acier maintenant. Je suis précis, ai-je répondu. Il y a une différence. Elle a essayé 3 autres angles au cours des 40 minutes suivantes. Elle a dit que je punissais Owen. Je lui ai dit qu'Owen était protégé. L'allocation de son trust était structurée séparément et je n'y avais pas touché. Elle a dit que je l'humiliais. Je lui ai dit qu'elle s'en était chargée elle-même. Elle a dit que son père dirait au conseil que j'avais agi de mauvaise foi. Je lui ai dit de le laisser essayer et je lui ai rappelé que le comité de conformité comprenait 2 des cousins les plus conservateurs de Gérald, dont aucun n'avait oublié le désastre du complexe hôtelier au Nouveau-Mexique. Celui-là a fait mouche. Elle s'est assise sur le canapé et est restée silencieuse un moment. Quand elle a repris la parole, la colère avait disparu et quelque chose de plus petit l'avait remplacée. « Qu'est-ce que tu attends de moi, Elliot ? » En ce moment ? J'ai ramassé mes clés. Rien. Je vais chercher Owen chez ma mère. Il veut rentrer à la maison, et cette maison lui appartient toujours, peu importe ce qui se passe entre nous. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère à Riverside. Owen a couru à la porte en chaussettes et a jeté ses bras autour de ma taille sans poser une seule question sur où j'avais été. Je l'ai serré contre moi un long moment. Certaines choses n'ont pas besoin de documents. Elles ont juste besoin de tenir bon. Le kit de test ADN est resté dans le tiroir de mon bureau pendant 11 jours avant que je ne l'utilise. Je l'avais commandé le lendemain de la fête, le jour même de ma rencontre avec Robert, alors que mon téléphone était encore face contre table sur son bureau. Ce n'était pas impulsif. C'était la question que je refusais de poser à voix haute depuis des mois. Et une fois que Nathalie y avait répondu publiquement devant 69 témoins, je me suis dit que je me devais la version privée, moi aussi. Owen ne savait rien de ce qui se passait. Il allait à l'école, rentrait, mangeait des céréales au petit déjeuner, se disputait sur l'heure du coucher et construisait des habitats de dinosaures de plus en plus ambitieux avec des boîtes en carton dans le couloir. Je le regardais et j'essayais de ne pas faire le calcul sur ses traits. J'essayais de ne pas remarquer la façon dont il plissait les yeux quand il se concentrait, de la même manière que moi. J'essayais de ne pas le remarquer, et je le remarquais quand même. J'ai fait le prélèvement sur le gamin un mardi soir pendant qu'il dormait. Je l'ai envoyé le mercredi matin en allant à l'atelier, puis je suis retourné au travail. 2 unités de réfrigération industrielle à réviser, un four commercial nécessitant un remplacement complet de la carte de contrôle. Je me suis occupé les mains pendant que mon esprit tournait en boucle. Les résultats sont arrivés un jeudi, 11 jours plus tard. J'étais assis à mon établi quand la notification par email est apparue sur mon téléphone. J'ai posé la clé à douille, me suis essuyé les mains sur un chiffon d'atelier et j'ai ouvert le message. Owen James Hardroof, probabilité de paternité, 99,98%. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé le téléphone sur l'établi et je suis resté assis, très immobile, pendant environ 2 minutes. Il était à moi. Complètement, mathématiquement, sans ambiguïté. Je ne sais pas exactement à quoi je m'étais préparé. Je m'étais dit que j'étais prêt pour l'un ou l'autre résultat, mais assis là, dans mon atelier, avec de la graisse sur les avant-bras et ce chiffre sur mon écran, quelque chose que je ne réalisais pas retenir s'est relâché d'un coup. Et j'ai dû poser mes 2 mains à plat sur l'établi pour ne pas faire quelque chose d'embarrassant. Il était à moi. Ce soir-là, j'ai récupéré Owen à l'école et je l'ai emmené manger des hamburgers. Son choix, toujours le même endroit, toujours un double cheeseburger sans cornichon.
Nous nous sommes assis dans une banquette près de la fenêtre et il m'a parlé d'un projet que sa classe faisait sur les volcans, se demandant si les volcans étaient plus dangereux que les astéroïdes et ce qui se passerait si un volcan entrait en éruption au milieu d'une ville. J'ai écouté chaque mot. À un moment donné, il a levé les yeux de son assiette et a dit, « Papa, est-ce que toi et maman allez arrêter de vivre ensemble ?» Les enfants ne tournent pas autour du pot. J'ai toujours admiré ça chez eux. Les choses vont changer, lui ai-je dit honnêtement. Mais je ne vais nulle part. Pas loin de toi. Ça ne changera jamais, quoi qu'il arrive. Il y a réfléchi un moment en mâchant, puis il a dit, d'accord. Je peux avoir un milkshake ? Je lui ai dit qu'il pouvait en avoir 2 s'il voulait. Il s'est contenté d'un seul au chocolat et est retourné à ses volcans. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je me suis assis à la table de la cuisine avec une copie des documents du trust et le dernier rapport de Robert. Le gel tenait. Gérald avait contacté le conseil de conformité 2 fois et s'était vu renvoyer à la charte les 2 fois. La demande d'information juridique informelle de Nathalie n'avait abouti à rien. La machine tournait exactement comme prévu. Mais ce n'était pas à ça que je pensais. Je pensais à un garçon de 8 ans posant une question juste autour d'un double cheeseburger, obtenant une réponse franche et décidant qu'un milkshake était la bonne réponse. Ce gamin avait le sens des priorités. J'allais m'assurer de garder les miennes alignées. Robert Callaway ne m'a pas recommandé d'engager un détective privé. Il a dit que ce n'était pas juridiquement nécessaire, l'incident public suffisait à lui seul à justifier l'application de la clause. Mais il a aussi dit, et je me souviens de ces mots exacts, si vous voulez connaître toute l'ampleur de la situation à laquelle vous faites face, c'est un autre type de préparation. Il a glissé une carte de visite sur le bureau, non pas comme une suggestion, mais juste comme une information. J'ai appelé le numéro ce soir-là. Le détective s'appelait Frank Delney, la cinquantaine, ancien enquêteur en fraude à l'assurance, aucune présence sur les réseaux sociaux, ce que j'ai pris comme un bon signe. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner près de mon atelier le mardi suivant. Il a bu du café noir, a posé 8 questions directes et a facturé un tarif forfaitaire. Je l'ai engagé sur le champ. Il m'a rappelé 9 jours plus tard. J'étais à l'atelier quand il a appelé, à mi-chemin du recablage du panneau de contrôle d'un lave-vaisselle commercial. J'ai demandé à mon technicien de finir le travail et j'ai pris l'appel dans mon bureau, une petite pièce donnant sur l'atelier principal avec une fenêtre qui donnait sur la cour d'équipement. Le rapport de Frank était précis. L'homme s'appelait Troy Bravtoft, 40 ans. Il travaillait comme directeur régional des ventes pour une entreprise de fourniture de cuisine commerciale, le même secteur que le mien, ce qui expliquait comment leurs chemins s'étaient croisés. Lui et Nathalie s'étaient apparemment rencontrés lors d'un événement de réseautage professionnel il y a 14 mois. Frank avait des photos horodatées de 3 endroits différents, un restaurant à Pasadena, le parking d'un hôtel à Burbank, un café à 2 pâtés de maison de l'école d'Owen. Ce dernier m'est resté en travers de la gorge. Il y avait plus. Troy Bravtoft n'avait aucune idée que Nathalie était enceinte. Frank l'avait confirmé par une source au sein de l'entreprise de Troy, une assistante qui avait surpris une conversation téléphonique dans laquelle Troy exprimait, avec une certaine agitation, qu'il venait d'apprendre l'annonce de la baby shower par des contacts professionnels communs et n'avait aucune connaissance préalable de la grossesse de Nathalie. Il était, de toute évidence, pris au dépourvu. Alors, elle l'avait utilisé sans le lui dire, et elle m'utilisait comme le filet financier sur lequel elle prévoyait d'atterrir. Je suis resté longtemps avec cette pensée après avoir raccroché. L'après-midi suivant, les frères de Nathalie se sont présentés à mon atelier sans prévenir. Les deux, Derek et Paul Whitmore, la quarantaine, un bronzage qu'ils ne pouvaient pas se permettre et une attitude calibrée pour des hommes avec plus de moyens de pression qu'ils n'en avaient réellement. Derek a fait l'essentiel de la conversation. Il se tenait dans ma cour d'équipement, en veste de sport, et m'a dit que je faisais une erreur, que la famille se réunirait pour résoudre cela en privé, que je devais me retirer et laisser Gérald s'en occuper. J'ai écouté tout son discours sans l'interrompre. Quand il a fini, j'ai dit, « Tu as terminé ?» Derek a cligné des yeux. « Elliot, j'essaie de. » « J'ai 2 caméras qui couvrent cette cour, ai-je dit. Une à l'entrée, une sur le mur sud. Les 2 enregistrent avec le son. Tout ce que vous êtes venu dire est maintenant archivé. Donc, si l'un de vous deux a l'intention de faire suivre cette conversation par quelque chose qui ressemble à de l'intimidation ou de l'ingérence, Robert Callaway aura la vidéo avant que vous ne soyez de retour sur l'autoroute. Paul,
qui n'avait pas dit grand-chose, a regardé la caméra au-dessus de la porte sud. Il a touché le bras de Derek. Ils sont partis. J'ai transféré la vidéo à Robert ce soir-là. Il l'a versée au dossier de conformité le lendemain matin. Gérald m'a appelé 2 jours plus tard. Il avait appelé Robert, qui n'arrêtait pas de le renvoyer à la charte, et apparemment, il avait finalement décidé de m'essayer directement. La conversation fut brève. Il a commencé par la déception, et rapidement passé à la pression, et en est arrivé à une suggestion à peine voilée que je nuisais à l'héritage de la famille pour des raisons personnelles. Gérald, ai-je dit, tu m'as donné l'autorité de protéger ce trust précisément contre ce genre d'événements préjudiciables à la réputation. Tu as écrit la clause. Ton avocat l'a rédigée. Ta signature est sur chaque page. Si tu veux soutenir que j'abuse de mon autorité, tu es libre de présenter cette position au conseil de conformité. On se verra là-bas. Il est resté silencieux. Puis, d'une voix plus basse, il a dit, c'est ma fille. Je sais, ai-je dit. Et Owen est mon fils. J'ai les papiers pour le prouver. Il n'a pas répondu à cela. L'appel s'est terminé peu de temps après. Cette nuit-là, je me suis assis sur le seuil de la chambre d'Owen après qu'il se soit endormi et je l'ai regardé respirer un moment. Il était enroulé autour d'un tricératops en peluche qu'il avait depuis ses 3 ans, un pied dépassant du bord du matelas, complètement paisible, complètement inconscient. J'ai pensé à 3 braves tofts, qui n'étaient pas au courant de la grossesse. J'ai pensé à Nathalie, qui avait planifié toute la chorégraphie de cette fête avec une précision qui m'impressionnait encore, d'une manière sinistre. J'ai pensé à Gérald, qui avait bâti un empire et remis les clés à la seule personne en qui il avait confiance, et qui découvrait maintenant ce que cela signifiait réellement. Et puis j'ai arrêté de penser à eux tous et j'ai juste regardé mon fils dormir. Certains problèmes se résolvent avec des documents. D'autres choses, il faut juste les protéger. Robert m'a appelé un jeudi matin avec le genre de voix qui signifie qu'il a trouvé quelque chose d'important et qu'il choisit ses mots avec soin. Il y a quelque chose dans l'examen du trust que tu dois voir en personne, a-t-il dit. Viens cet après-midi. J'ai réorganisé 2 rendez-vous clients et j'étais à son bureau à 14 heures. Il avait un résumé imprimé sur le bureau et un tableur ouvert sur son moniteur. L'examen de conformité du trust, déclenché par l'activation de la clause, avait impliqué un audit complet de tous les comptes sous la charte. Procédure standard. Ce qui n'était pas standard, c'est ce que l'auditeur avait découvert dans la structure des comptes offshore. Sur une période d'environ 4 ans, une série de transferts avait déplacé des fonds de l'une des fondations du trust dans le Delaware vers un compte privé au seul nom de Gérald. Les transferts étaient faibles individuellement, entre 8 000 et 20 000 $ chacun, mais il y en avait 41. Le total s'élevait à un peu moins de 900 000 $. Je suis resté assis dans le fauteuil en face de Robert et j'ai regardé le tableur pendant un long moment sans parler. Est-ce de l'évasion fiscale, ai-je demandé. C'est à un expert comptable judiciaire de le déterminer, a dit Robert prudemment. Ce que je peux te dire, c'est que ces transferts n'étaient pas autorisés par les documents régissant le trust. Et en tant que dirigeant en exercice, tu es tenu de les signaler et de les rapporter au conseil de conformité. Je me suis adossé. Gérald a fait ça lui-même. Le compte est à son nom. Les autorisations de transfert portent sa signature numérique. L'image qui s'est formée dans ma tête n'était pas flatteuse. Gérald avait bâti un trust. Il s'était fait patriarche, architecte, autorité morale. Il avait sermonné ses fils sur la responsabilité fiscale tout en déplaçant discrètement 900 000 $ d'un compte de fondation vers ses avoirs personnels. Il m'avait remis les clés du coffre, n'imaginant jamais que je regarderais dans les coins. Signale-le, ai-je dit. Robert a fait une pause. Elliot, tu comprends que cela implique directement Gérald? Ça pourrait déclencher une enquête fiscale. Ça pourrait affecter ses biens personnels. Je comprends, ai-je dit. Signale-le. Il a hoché la tête et a pris une note. Je suis retourné à l'atelier et je suis resté assis dans mon bureau pendant 20 minutes avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je n'étais pas en colère contre Gérald. Je ressentais quelque chose de plus froid que la colère. J'en avais fini d'être surpris. L'homme qui m'avait dit que j'étais le seul en qui il avait confiance gérait son propre compte parallèle depuis le début. Tout le monde dans cette famille avait un angle. La différence entre eux et moi, c'est que le mien était écrit noir sur blanc, autorisé et entièrement transparent. J'ai appelé Gérald ce soir-là.
Il a répondu à la première sonnerie, ce qui m'a indiqué qu'il attendait. L'audit de conformité a trouvé les transferts du Delaware, ai-je dit. J'ai demandé à Robert de les signaler au conseil. Silence. Puis, Elliot, ce sont des arrangements privés qui précèdent ton. Ils précèdent la charte, ai-je dit, et ils ne sont pas autorisés par elle. Tu le sais. J'ai bâti ce trust, a-t-il dit, sa voix s'abaissant. J'ai tout bâti dedans. Je sais, ai-je dit. Ce qui signifie que tu savais exactement quelles étaient les règles quand tu les as enfreintes. Un autre silence. Plus long cette fois. Qu'est-ce que tu veux, a-t-il finalement demandé. Pas exigeant, juste fatigué. Je ne veux rien de toi, Gérald. Je n'utilise pas ça comme moyen de pression. Les règles exigent un signalement, et je suis les règles. Les mêmes règles que tu as mises en place. Si tu veux prendre les devants avec le conseil avant le dépôt officiel, tu as environ 48 heures. J'ai raccroché et je suis resté assis dans ma voiture sur le parking de mon propre atelier, écoutant le bourdonnement des équipements à travers les murs. Les compresseurs qui s'enclenchent, les ventilateurs qui tournent, le son ordinaire des choses qui fonctionnent comme prévu. Je n'ai jamais voulu de tout ça. Le trust, l'autorité, l'audit, la confrontation avec un homme de 75 ans qui pensait s'être mis à l'abri pour sa retraite en faisant confiance au bon gendre. Je voulais juste gérer mon entreprise, élever mon fils et aller me coucher sans une pierre dans la poitrine. Mais j'étais là, et le travail n'était pas encore terminé. La requête au tribunal de la famille a été déposée un mardi. L'avocat de Nathalie, un homme nommé Victor Prass, spécialisé dans les divorces de couples fortunés et doté de cette confiance tranquille qui vient lorsqu'on a gagné assez d'affaires pour ne plus s'inquiéter de celles qu'on pourrait perdre, a soumis une requête d'urgence affirmant que mon invocation de la clause du trust constituait une coercition financière et créait un environnement de détresse émotionnelle pour une femme enceinte. Il demandait le rétablissement immédiat de l'accès de Nathalie aux distributions du trust et un gel temporaire de toute autre évaluation d'actifs. Robert Callaway a déposé la réponse le jeudi après-midi. Je suis resté assis dans son bureau pendant qu'il me l'expliquait. La contre-requête était précise et méthodique. 41 pages qui répondaient à chaque affirmation de Prass, citaient le libellé spécifique de la charte autorisant mes actions, et joignaient en annexe la documentation vidéo de l'incident de la Baby Shower. Les conclusions préliminaires du Conseil de conformité et une copie certifiée des documents régissant le trust, y compris la clause de moralité et sa définition du préjudice à la réputation. La requête d'urgence est une manœuvre d'ouverture standard, a dit Robert en se penchant en arrière dans son fauteuil. Il essaie de créer une urgence là où il n'y en a pas. Le libellé de la clause est inattaquable. Un juge du tribunal de la famille ne va pas passer outre la gouvernance interne d'un trust privé sur la base d'une détresse émotionnelle sans preuve substantielle de faute. Et il n'y a pas de faute ici. Le juge a rejeté la requête dans les 48 heures. Procédure normale. Base insuffisante pour une mesure d'urgence. Prass a redéposé une requête standard. Robert a dit que nous répondrions dans les délais normaux et de ne pas en perdre le sommeil. Je ne perdais pas le sommeil à cause du processus juridique. Je le perdais à cause du prochain coup de Nathalie. Il est arrivé un vendredi soir. J'ai récupéré Owen à l'école et il était silencieux sur la banquette arrière, d'une manière qui n'était pas son silence habituel. Les silences d'Owen sont normalement ceux qui précèdent une question sur la biologie des dinosaures ou si les trous noirs font du bruit. Celui-ci était différent. Il regardait par la fenêtre et tenait son sac à dos sur ses genoux comme s'il avait froid. Maman a appelé l'école aujourd'hui, a-t-il dit à environ 2 minutes de la maison. J'ai gardé les yeux sur la route. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à Madame Alderman que je devrais rentrer avec Papy Gérald après l'école les vendredis à partir de maintenant. Il a fait une pause. Madame Alderman t'a appelé, n'est-ce pas? Elle l'a fait, ai-je dit. Madame Alderman m'avait appelé à midi et j'avais déjà parlé au coordinateur administratif de l'école au sujet de l'autorisation des ramassages. Mon nom était le contact principal. Pas celui de Gérald. J'ai dit à Madame Alderman que je voulais rentrer avec toi, a dit Owen. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Ah oui? Ouais. Il a haussé les épaules avec le détachement particulier d'un enfant de 8 ans qui essaie de ne pas faire toute une histoire de quelque chose qui était une grosse histoire. Je ne voulais pas aller chez Papy sans savoir si tu savais. Je suis entré dans notre rue et je me suis arrêté à un feu. Owen, tu as fait exactement ce qu'il fallait.
Et pour information, où que tu ailles après l'école, je le saurai toujours à l'avance. C'est une garantie. Il a hoché la tête et a semblé se détendre. Le temps d'arriver à la maison, il me demandait ce qu'on mangeait. Et le temps que le dîner soit terminé, il construisait quelque chose d'architectural avec les boîtes en carton dans le couloir. J'ai appelé Robert ce soir-là et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il l'a ajouté au dossier. La semaine suivante, il a demandé la garde physique principale, citant une ingérence parentale documentée avec les protocoles scolaires établis. Il a également cité la préférence exprimée par Owen, qui en Californie, a du poids dans les procédures du tribunal de la famille une fois qu'un enfant atteint un certain niveau de maturité démontré. Victor Prass a déposé une contre-requête, arguant que la grossesse de Nathalie lui donnait droit à la considération principale pour la résidence. Le juge a fixé une audience pour dans 3 semaines. Pendant ce temps, sur une voie parallèle, le Conseil de conformité a achevé son examen préliminaire des transferts non autorisés de Gérald. Le Conseil, présidé par le propre cousin de Gérald, un banquier à la retraite conservateur nommé Arthur Felton, qui n'avait aucune patience pour ce qu'il appelait en privé la « créativité comptable familiale », a émis une conclusion formelle de distribution non autorisée. L'affaire a été renvoyée à l'expert comptable judiciaire du Trust et, conformément aux exigences de déclaration, signalée à l'autorité fiscale compétente pour examen. Gérald m'a appelé le soir où la conclusion a été rendue publique. Il était presque 22 heures. Il semblait plus vieux qu'il y a 3 semaines, ce que je n'aurais pas cru possible. Arthur Felton m'a appelé cet après-midi, a-t-il dit. Ça fait 22 ans qu'on est dans le même groupe de golf le dimanche. Je sais, ai-je dit. C'était nécessaire, Elliot? Le signaler aux impôts. C'était obligatoire, ai-je dit. Annexe 7 de la charte. Robert l'a signalé parce que c'est obligatoire. Je n'avais pas de pouvoir discrétionnaire, et lui non plus. Une longue pause. J'ai bâti ce trust à partir de rien. 40 ans. Je sais que tu l'as fait, ai-je dit. C'est pourquoi les règles que tu as écrites devraient s'appliquer à tout le monde, y compris à toi. Il n'a pas répondu tout de suite. Quand il l'a fait, sa voix avait changé pour devenir quelque chose qui n'était pas tout à fait des excuses, mais qui était dans le même voisinage. J'ai mal jugé certaines choses, a-t-il dit. Sur Nathalie, sur ce dont elle était capable. Moi aussi, ai-je dit. Pendant environ 8 ans. Nous en sommes restés là. Ni chaleureux, ni froid, juste 2 hommes qui avaient tous deux été déjoués par quelqu'un en qui ils avaient confiance, et qui géraient maintenant les conséquences de différentes manières. Le lundi suivant, 3 Bravetoft a déposé une reconnaissance volontaire de paternité par l'intermédiaire d'un avocat spécialisé en droit de la famille à Pasadena. Il avait apparemment engagé un avocat la semaine précédente. Robert m'a dit que c'était en fait utile. Cela signifiait que la question de la filiation légale de l'enfant à naître serait résolue par les voies appropriées sans que je sois impliqué dans des procédures contestées. La biologie était claire. La paperasse suivrait. Je n'étais pas désigné comme le père. Je n'allais pas me battre pour l'être. Ce chapitre appartenait à quelqu'un d'autre. Mon chapitre, c'était Owen. Et l'audience à venir dans 3 semaines, et le mardi matin calme et ordinaire où je l'ai déposé à l'école et où il s'est retourné au portail, m'a fait le même signe à 2 doigts qu'il me faisait toujours, et a disparu par les portes sans se retourner. Ce signe valait chaque document que j'avais déposé. L'événement de relance a eu lieu dans un loft emprunté à Culver City. J'en ai entendu parler par Frank Delney, qui était resté vaguement lié à l'affaire à ma demande. Nathalie avait organisé ce qu'elle appelait une « réception communautaire », un rassemblement sur invitation seulement pour les sympathisants de sa fondation, les membres du conseil d'administration et une sélection de contacts médiatiques qu'elle avait cultivés au fil des ans. Le but déclaré était de rectifier les récentes idées fausses et de réaffirmer l'engagement de la fondation envers sa mission. Frank y a assisté en tant que contact fournisseur d'une des sociétés de traiteurs. Il m'a envoyé un résumé de 2 paragraphes ce soir-là. 41 personnes se sont présentées. Sur les 18 membres du conseil d'administration qui avaient reçu des invitations, 6 sont venus. Les autres ont envoyé des excuses ou n'ont tout simplement pas répondu. L'événement a duré 90 minutes. Nathalie a lu une déclaration préparée sur la vie privée, les défis personnels et l'importance du contexte. Il n'y a pas eu de question de la salle. Le traiteur a été décrit par Frank avec son euphémisme caractéristique comme « ambitieux ». 3 jours plus tard,
le conseil d'administration de la fondation avait voté pour retirer à Nathalie son rôle d'ambassadrice. La lettre était formelle, brève et citait une conduite incompatible avec les valeurs de l'organisation. Une marque de bien-être de luxe qui avait entamé des discussions de partenariat préliminaire a discrètement informé sa représentation qu'elle poursuivait d'autres opportunités. Une publication de style de vie régional qui devait la présenter dans un numéro d'automne a retiré l'article sans explication. Le nombre d'abonnés de Nathalie sur les réseaux sociaux était d'environ 44 000 avant la fête. À la 6e semaine, il était tombé à 31 000, et les commentaires sur ses publications restantes avaient le ton particulier d'un public qui avait décidé de regarder plutôt que de s'engager. Elle a déposé une requête affirmant que sa grossesse lui donnait droit à une résolution accélérée de l'affaire de garde et demandant que le tribunal considère sa situation financière réduite, résultat direct du gel du trust, comme un facteur dans la détermination de la pension. Victor Pras l'a argumenté avec conviction. Robert Callaway a contre-argumenté avec des documents. La juge, une femme pragmatique nommée l'honorable Patricia Drummond, a examiné les deux requêtes et a fixé une audience formelle. Lors de cette audience, 3 choses importantes se sont produites. Premièrement, la conseillère d'orientation de l'école d'Owen a soumis une déclaration écrite décrivant la préférence exprimée par Owen de rester sous la garde principale de son père. Ses performances scolaires stables et sa présentation émotionnelle constante pendant ce que la conseillère a décrit comme une période de stress familial évident. Deuxièmement, la juge Drummond a refusé de traiter le gel du trust comme un facteur pertinent dans le calcul de la pension, notant que le gel résultait d'une conduite documentée de la requérante, et non d'une action du défendeur qui aurait réduit les ressources disponibles. Troisièmement, et le plus significatif, lorsque l'avocat de Nathalie a soutenu que sa grossesse créait des circonstances spéciales justifiant la priorité résidentielle, la juge Drummond a posé une question directe: qui est le père désigné de l'enfant à naître dans le dossier juridique actuel? Victor Pras a répondu que la paternité était une affaire distincte en attente de résolution. La juge Drummond a noté la réponse au dossier, l'a laissée telle qu'elle est et passé à autre chose. Nathalie a essayé d'utiliser Owen 2 fois de plus dans les semaines qui ont suivi. La première fois, elle l'a appelé directement sur sa tablette scolaire pendant le déjeuner, un appareil censé être utilisé uniquement pour le travail scolaire, et a eu une conversation de 20 minutes qu'Owen m'a décrite ce soir-là comme « bizarre et un peu triste ». Il a dit qu'elle lui avait demandé s'il lui manquait. Il m'a dit qu'il n'avait pas su quoi répondre. Je l'ai documenté et ajouté au dossier de Robert. La deuxième fois, elle a envoyé un message par l'intermédiaire de l'entraîneur de football du week-end d'Owen, un bénévole nommé Case, qui n'avait aucune idée qu'il était utilisé comme coursier, demandant à Owen de me dire qu'elle voulait parler. Owen est rentré de l'entraînement, a transmis le message mot pour mot avec la précision factuelle d'un enfant qui ne comprend pas encore le sous-entendu des adultes, puis a demandé s'il pouvait avoir un bâtonnet glacé. Je lui ai donné le bâtonnet glacé et j'ai appelé Robert. Robert a déposé une requête citant des tentatives documentées d'utiliser un enfant mineur comme intermédiaire dans des procédures judiciaires entre adultes. La juge Drummond l'a ajouté au dossier avec une note indiquant que toute autre tentative de contact passant par l'enfant serait traitée comme une ingérence dans les procédures de garde. Nathalie est restée silencieuse après ça, non pas parce qu'elle avait accepté quoi que ce soit, je soupçonnais, mais parce que Victor Pras lui avait finalement dit ce que Robert me disait depuis le début. Le terrain juridique sur lequel elle se tenait était mince, et plus elle bougeait dessus, plus il cédait sous ses pieds. Le conseil de la fondation avait nommé une nouvelle ambassadrice, une ancienne présentatrice de nouvelles locales qui s'était reconvertie dans la défense du bien-être. L'annonce a été chaleureusement accueillie. Personne n'a mentionné le nom de Nathalie. J'avais 3 semaines avant l'audience de garde. Je les ai passées à travailler, à récupérer Owen à l'école, à l'aider avec son projet de science sur les plaques tectoniques et à manger des céréales avec lui le samedi matin pendant qu'il regardait des documentaires sur la nature. Des choses simples, des choses réelles, le genre qui ne fait pas les gros titres et ne nécessite pas d'avocat. Le genre de choses qui tiennent bon. L'audience de garde était prévue pour un mardi matin dans un bâtiment du tribunal de la famille du centre-ville de Riverside qui sentait la cire à parquet et l'air recyclé. Je suis arrivé 20 minutes en avance avec Robert Callaway, 2 dossiers de documentation et le calme particulier qui vient quand on sait qu'on a fait tout ce qu'on pouvait avant de franchir une porte. Victor Pras était déjà là avec Nathalie quand nous sommes arrivés. Elle avait l'air calme, de la manière dont les gens ont l'air calmes quand ils y ont travaillé. Cheveux soignés, expression neutre, mains jointes sur la table. Je me suis assis à l'autre bout de la pièce et je n'ai pas insisté du regard. La juge Patricia Drummond menait son tribunal avec fermeté.
Elle avait examiné les dossiers à l'avance, ce qui était clair dans sa manière de mener les débats sans s'arrêter pour s'orienter. Elle posait des questions directes, acceptait des réponses directes et avait l'impatience particulière de quelqu'un qui avait passé assez de temps au tribunal de la famille pour reconnaître un argument fabriqué d'un argument authentique. Victor Pras a commencé en réitérant la grossesse de Nathalie et la difficulté émotionnelle des circonstances actuelles. Il a soutenu que perturber la relation d'un enfant avec sa mère pendant cette période causerait un préjudice durable. Il était articulé et organisé. C'était un bon argument pour un dossier plus faible. Robert a répondu avec le dossier documenté. La déclaration écrite de la conseillère d'école d'Owen, l'incident avec la tablette scolaire, la situation de l'entraîneur de football, les conclusions du conseil de conformité, le rejet des 2 requêtes d'urgence, la reconnaissance de paternité déposée par 3 Bravetoft. Il a tout présenté en séquence, calmement, sans théâtralité. La juge Drummond a demandé que la déclaration de la conseillère d'Owen soit lue au procès-verbal. Elle faisait 3 paragraphes. La partie pertinente disait, Owen a exprimé à plusieurs reprises et sans y être incité une préférence claire pour rester sous la garde de son père. Il est émotionnellement stable. Constant sur le plan scolaire et démontre un attachement sécurisant à son père que je considérerais comme un facteur de protection principal pendant cette période de transition. La juge Drummond m'a accordé la garde physique principale d'Owen. Elle a établi un calendrier de visites structuré pour Nathalie, 2 week-ends par mois et un soir en milieu de semaine, tous les échanges devant avoir lieu dans un lieu neutre et toute communication entre les parents devant se faire par une application de coparentalité désignée. Elle a noté les tentatives précédentes d'utiliser Owen comme intermédiaire et a déclaré clairement que toute récidive serait traitée comme une violation de l'ordonnance parentale. Nathalie n'a rien dit lorsque la décision a été lue. Elle a gardé les mains jointes. Victor Pras a écrit quelque chose sur son bloc-notes. J'ai remercié Robert sur le parking. Il a dit que j'avais fait le travail et que le résultat le reflétait. Nous nous sommes serrés la main et il est parti. Je suis resté assis dans mon camion un moment avant de démarrer le moteur. Owen était à l'école. Je devais le récupérer à 15h15, comme tous les mardis. Il n'était pas au courant de l'audience. J'allais lui dire simplement, avec les bons mots, ce soir-là. L'appel est arrivé 12 jours plus tard. C'était Gérald, pas son ton mesuré habituel, quelque chose de plus ténu, plus prudent. Il a dit que Nathalie avait été admise au système de santé de l'université de Riverside la nuit précédente. Elle était entrée en travail prématurément à 34 semaines. Il y avait eu des complications. Le bébé avait été mis au monde par une procédure d'urgence. Le bébé était vivant, petit, en soins intensifs néonatales, mais stable. Nathalie se remettait. Je suis resté longtemps avec cette information. Gérald ne m'a rien demandé de faire. Il me l'a juste dit. De la manière dont un homme donne une information à quelqu'un qu'il pense mériter de l'avoir, quelles que soient les circonstances. Merci d'avoir appelé, ai-je dit. Elle a fait ses choix, a-t-il dit. Moi aussi. Mais elle reste ma fille. Je sais, ai-je dit. Nous avons terminé l'appel sans faux semblant. Je suis allé chercher Owen à l'école. Sur le chemin du retour, je lui ai dit, avec soin et simplicité, que sa mère avait été à l'hôpital mais qu'elle allait bien. Il est resté silencieux un moment, puis a demandé si le bébé allait bien aussi. Je lui ai dit que le bébé était petit mais qu'il était pris en charge par de bons médecins. Il a hoché la tête et a regardé par la fenêtre. Après 1 minute, il a dit, « Papa, on peut avoir un aquarium ?» J'ai ri, un vrai rire, le premier depuis des semaines, et je lui ai dit qu'on pourrait y réfléchir. 3 Bravetoft a visité l'hôpital le lendemain. Gérald me l'a dit aussi, lors d'une conversation ultérieure. Il s'était assis en néonatologie et avait tenu sa fille pendant 20 minutes. Que cela aboutisse à quelque chose à l'avenir était entre deux et les avocats qu'il finirait par impliquer. Ce n'était plus mon histoire. La mienne, c'était le gamin qui demandait un aquarium. 8 mois après l'audience, j'ai acheté une maison sur Clement Street dans un quartier calme de Corona. 3 chambres, un garage pour 2 voitures que j'ai immédiatement converti en annexe d'atelier, un jardin avec de la place pour qu'Owen fasse ce qu'Owen allait faire ensuite. J'ai payé comptant, pas avec l'argent du trust. Pas un centime de cet argent n'avait jamais touché mes comptes personnels, et j'avais maintenu ce principe. C'était l'argent de ma propre entreprise, qui avait connu une croissance régulière au cours de l'année écoulée,
comme le font les entreprises quand on cesse de dépenser son énergie mentale sur des choses qui ne peuvent pas être réparées pour la rediriger vers des choses qui le peuvent. Owen a choisi sa chambre dès la première visite. Il s'est tenu sur le seuil de la plus grande des deux chambres secondaires, a regardé autour de lui pendant environ 4 secondes et a dit « celle-ci ». Il avait une vision. Je n'ai pas posé de questions. Nous avons passé un samedi à la peindre. Il a opté pour un vert forêt profond, un choix inhabituel pour un enfant de 8 ans, mais Owen avait toujours eu des opinions bien arrêtées. J'ai peint les angles le long du plafond pendant qu'il s'occupait du rouleau sur les murs principaux avec l'intensité concentrée qu'il mettait dans tout ce qui lui tenait à cœur. Quand nous avons eu fini, la pièce sentait la peinture et ressemblait à une forêt, et Owen se tenait au milieu, avec des taches vertes sur les avant-bras, et a dit que c'était parfait. J'ai lancé une nouvelle ligne de service cet automne-là, des contrats de maintenance préventive pour les équipements de cuisine commerciale, combinés avec le travail de réparation et de revente que je faisais depuis des années. C'était le genre de revenu récurrent stable qui stabilisait une entreprise pendant les saisons creuses. En 4 mois, j'avais 11 contrats. En 7, j'en avais 19. Gérald a trouvé un accord avec le conseil de conformité au printemps. Les termes n'étaient pas publics, mais Robert m'a dit qu'ils impliquaient un remboursement important au compte de la fondation du trust et une restructuration de son implication personnelle restante dans les affaires du trust. Il a conservé son statut et son nom de patriarche de la famille. L'autorité opérationnelle est restée avec moi. Il m'a appelé le lendemain de la formalisation de l'accord. Il a dit, « Je te dois une conversation que j'aurais dû avoir avec Nathalie il y a 10 ans. » Je lui ai dit que ce n'était pas uniquement de sa faute. Il a dit, « Peut-être pas, nous sommes convenus d'être en désaccord sur les proportions. » Les visites de Nathalie s'étaient installées dans un rythme fonctionnel. Elle se présentait les week-ends prévus, était présente et appropriée avec Owen, et communiquait avec moi via l'application de coparentalité sans drame. Elle vivait dans un appartement plus petit à Pasadena. Son travail pour la fondation était réduit à un seul rôle consultatif auprès d'une organisation à but non lucratif avec laquelle elle était impliquée avant que tout ne s'effondre. Ce n'était pas la vie qu'elle avait conçue pour elle-même, mais c'était une vie fonctionnelle. 3 Bravtoft avaient reconnu la paternité du bébé, une fille, m'avait-on dit en passant. Quant à savoir s'il y avait un arrangement quelconque entre lui et Nathalie au-delà de cela, je ne le savais sincèrement pas et n'ai pas cherché à le savoir. L'aquarium est arrivé. Owen a nommé ces 3 poissons d'après des reptiles marins préhistoriques, Pio, Mossy et Gary. Le dernier, a-t-il admis, n'était pas historiquement exact, mais lui semblait juste. Je lui ai dit que Gary était un excellent nom pour un poisson. Il a été d'accord. Un dimanche de novembre, environ 9 mois après le jour où tout a éclaté dans cette salle de Riverside, j'étais dans mon annexe d'atelier, la porte de garage ouverte, en train de travailler sur une machine à expresso commerciale que quelqu'un avait déposée pour une révision complète. Owen était dans le jardin, lançant une balle de tennis contre la clôture avec la patience rythmique d'un enfant qui peut s'occuper pendant des heures. La lumière de l'après-midi était plate et chaude. Le quartier était calme. Il est venu à l'entrée du garage à un moment donné, la balle à la main, et m'a regardé travailler 1 minute. « Papa » a-t-il dit. « Est-ce que ça va être comme ça, maintenant ?» J'ai posé la clé et je l'ai regardé. Plus ou moins. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a réfléchi avec le sérieux que la question méritait. Puis il a haussé les épaules, a fait rebondir la balle une fois sur le sol en béton et a dit « J'aime bien ». Il est retourné dans le jardin. J'ai ramassé la clé et je me suis remis au travail. Certaines choses, on les construit à partir de rien. D'autres, on les reconstruit à partir de ce qui reste. Dans un cas comme dans l'autre, le travail est le même. Des mains sûres, les bons outils, et assez de patience pour mener le projet à son terme.